Vous pensez tout savoir sur Napoléon Bonaparte? Attendez de découvrir les secrets peu connus de son enfance et comment son origine modeste a forgé l'un des plus grands conquérants de l'histoire. Restez avec nous pour un voyage fascinant dans les premières années d'un génie en devenir. Napoléon Bonaparte est né le 15 août 1769 à Ajaccio, en Corse, une île qui venait tout juste d'être cédée à la France par la République de Gênes. Sa famille appartenait à la petite noblesse corse, mais elle n'était pas riche. Le jeune Napoléon grandit dans un environnement mêlant fierté locale et tension politique. La Corse venait de vivre une révolution pour son indépendance menée par Pasquale Paoli, un héros national. Cette ambiance de luttes identitaires marqua profondément le caractère du futur empereur qui ne reniera jamais ses origines corses, même après avoir conquis l'Europe entière. Dès son plus jeune âge, Napoléon montrait une intelligence vive et un esprit ambitieux, rêvant de gloire et de reconnaissance bien au-delà des rivages méditerranéens. Son père, Carlo Buonaparte, était avocat et homme politique local, engagé dans la cause corse, mais aussi proche des nouvelles autorités françaises. Malgré des ressources limitées, Carlo fit tout pour offrir à ses enfants une éducation de qualité. La scolarité de Napoléon débuta en Corse, mais très vite il fut envoyé en France continentale pour étudier dans des écoles militaires, ce qui fut un grand changement culturel et social pour lui, un Corse souvent moqué par ses camarades. Pourtant, ce choc le forgea, renforçant son désir de réussir à tout prix. L'entrée de Napoléon à l'école militaire de Brienne en 1779 fut une étape décisive. Il y fit preuve d'une discipline rigoureuse et d'une volonté farouche de s'imposer. Bien que souvent considéré comme un élève moyen en matière générale, Napoléon excellait dans les mathématiques et la stratégie militaire, domaine où il pouvait exprimer son génie naissant. Son accent corse et ses origines modestes en firent la cible de moqueries, mais il sut transformer ses difficultés en une motivation supplémentaire. Cette période d'apprentissage fut aussi marquée par son admiration pour des figures historiques comme Alexandre le Grand et Jules César, dont il étudiait les campagnes militaires avec passion. Ce mélange de rigueur, de stratégie et d'ambition personnelle préfigurait déjà la carrière hors norme qui l'attendait. Il commençait à développer une vision du monde où la force, la discipline et la ruse seraient les clés du succès, principe qu'il appliquerait toute sa vie. Brienne fut pour lui une école de la vie, un endroit où il forgea son caractère d'acier malgré la solitude et les préjugés. En 1784, Napoléon entra à l'école militaire de Paris où il termina sa formation en seulement 1 an, ce qui témoigne de son intelligence et de sa détermination. Son diplôme lui permit de devenir sous-lieutenant d'artillerie à seulement 16 ans, un âge relativement jeune pour ce grade. La France elle-même était sur le point de connaître des bouleversements majeurs. La Révolution approchait à grands pas et Napoléon allait devoir évoluer dans un contexte politique instable. Toutefois, ses premiers pas dans l'armée furent discrets, loin de la gloire future. Il s'immergea dans les études militaires et les tactiques, perfectionnant ses compétences. Ce fut aussi à cette époque qu'il prit conscience de l'importance de la politique dans l'art de la guerre. Très tôt, Napoléon sut que le pouvoir ne se limitait pas à la victoire sur le champ de bataille, mais qu'il fallait aussi maîtriser les alliances, les rivalités et les jeux d'influence. Cette double compréhension, militaire et politique, allait devenir sa grande force. La jeunesse de Napoléon ne fut pas exempte de défis personnels. Son père, Carlo, mourut en 1785, laissant la famille dans une situation financière précaire. Napoléon devint alors le chef de famille à seulement 16 ans, un rôle qui renforça sa maturité et son sens des responsabilités. Malgré les difficultés, il continua à se consacrer à son apprentissage et à ses ambitions. Parallèlement, la Corse restait un terrain de conflit entre partisans de l'indépendance et loyalistes français, situation qui nourrissait l'esprit combatif de Napoléon. Il fit aussi la connaissance de personnes influentes à Paris, ce qui commença à ouvrir des portes. Sa correspondance avec sa mère et ses frères montre un homme attaché à sa famille, mais aussi très concentré sur ses objectifs. Ces années de transition furent cruciales. Napoléon passa de l'adolescence à l'âge adulte en pleine tourmente, forgeant un mental de guerrier et un esprit politique affûté. En 1789, la Révolution française éclata, bouleversant l'ordre ancien. Napoléon, jeune officier, vit ce tournant historique avec un mélange d'opportunisme et de patriotisme. Il soutint d'abord les idéaux républicains, voyant dans ce mouvement une chance pour sa carrière. Cependant, il resta toujours prudent, conscient des dangers que représentait cette période instable.
La Révolution provoqua le départ ou la mort de nombreux aristocrates, ouvrant des postes militaires et administratifs à ceux qui, comme Napoléon, avaient du talent et de l'ambition. Son engagement pour la cause révolutionnaire allait lui permettre de gravir rapidement les échelons. Il participa notamment à la défense de la Révolution face aux armées étrangères qui tentaient de rétablir la monarchie. Cette guerre contre les puissances européennes unies contre la France fut le théâtre de ses premières victoires et de sa reconnaissance grandissante. Enfin, cette période de formation intense et de bouleversements sociaux posa les fondations du personnage complexe que deviendrait Napoléon Bonaparte. Entre la fierté de ses racines corses, la rigueur militaire et l'ambition politique, il se forgea une identité unique. C'est dans ce contexte qu'il commença à rêver non seulement de gloire personnelle, mais aussi de transformer la France et l'Europe. Sa jeunesse nous révèle un homme à la fois vulnérable et déterminé, capable d'affronter les défis avec une énergie hors du commun. Dans les prochains chapitres, nous plongerons dans ses premières campagnes militaires, ses alliances, ses conquêtes, mais aussi ses échecs et ses leçons. Restez avec nous pour découvrir comment un simple officier devint un empereur dont l'histoire fascine encore aujourd'hui. Vous avez aimé ce premier aperçu de la jeunesse de Napoléon? Ne quittez pas, la suite vous réserve des batailles épiques, des stratégies étonnantes et des retournements de situation inattendus. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer de cette saga incroyable. Peu de gens le savent, mais la première grande victoire de Napoléon n'a pas eu lieu sur un champ de bataille traditionnel. Elle s'est jouée dans les rues de Paris, dans un contexte explosif. Découvrez comment un jeune officier inconnu a su saisir l'opportunité d'une vie et devenir un héros national. Nous sommes en 1795. La Révolution française est dans sa 6e année et la République vacille. Les royalistes tentent de reprendre le pouvoir par une insurrection armée à Paris. Le gouvernement, désespéré, fait appel à un jeune général peu connu, Napoléon Bonaparte. Il est alors chargé de défendre la Convention nationale contre une foule en colère. En quelques heures seulement, il organise une défense audacieuse et brutale. Il utilise des canons positionnés dans les rues pour disperser les insurgés. Cette tactique, surnommée plus tard la mitraille de Vendémiaire, sauve le gouvernement républicain. Le sang coule dans Paris, mais la République est intacte. Napoléon, lui, devient célèbre. Cette journée du 13 Vendémiaire en 4, 5 octobre 1795, marque un tournant. Le Directoire prend note de son efficacité, de sa loyauté et de son sang-froid. En récompense, il est nommé commandant de l'armée de l'intérieur. Cette victoire, même sans être sur un champ de bataille traditionnel, est la première grande démonstration de son génie tactique et de sa capacité à prendre des décisions décisives sous pression. Il est désormais sur le radar du pouvoir. Quelques mois plus tard, Napoléon se voit confier un commandement plus prestigieux, l'armée d'Italie. À l'époque, cette armée est mal équipée, démoralisée et considérée comme secondaire. Mais Bonaparte voit l'opportunité. Dès son arrivée, il galvanise ses troupes par des discours énergiques. « Soldats, vous êtes nus et mal nourris. Je vais vous conduire dans les plus fertiles plaines du monde. Là, vous trouverez gloire et richesse. » Sa stratégie en Italie va étonner l'Europe. Il ne suit pas les manuels militaires traditionnels. Il bouge vite, frappe fort et prend l'initiative à chaque instant. En quelques semaines, il remporte une série de victoires décisives, Montenotte, Lodi, Arcole, Rivoli. Il bat successivement les armées sardes et autrichiennes, forçant les traités de paix. Il entre à Milan en conquérant, traité comme un héros. Cette campagne d'Italie transforme un général prometteur en légende vivante. Il gagne aussi quelque chose de tout aussi important, le soutien indéfectible de ses soldats. L'armée italienne devient son armée, fidèle à lui personnellement plus qu'au Directoire. C'est le début de son pouvoir indépendant. Outre les batailles, Napoléon mène une véritable campagne de propagande. Il comprend déjà que l'opinion publique est une arme. Il écrit des bulletins de victoire, magnifie les faits d'armes, exagère même parfois ses exploits. Il contrôle l'image qu'il donne de lui-même et de son armée. Il fait imprimer des journaux militaires distribués aux soldats, mais aussi au public en France. Son style clair, direct et héroïque séduit. Il devient une figure romantique et conquérante, une incarnation du général du peuple. Les journaux parlent de lui comme un nouveau César. Cette maîtrise de la communication est aussi stratégique que ses manœuvres militaires. À travers ses récits, il se forge une légende en direct.
Il comprend que pour gouverner, il ne suffit pas de gagner des batailles, il faut aussi gagner les cœurs et les esprits. Il fait même poser des tableaux à sa gloire, où il est représenté majestueusement sur son cheval, franchissant les Alpes, bien que la réalité soit moins glamour. La campagne d'Italie ne se limite pas à la guerre. Napoléon s'implique aussi dans la politique des territoires conquis. Il crée des républiques sœurs, notamment la République cisalpine, et impose des constitutions inspirées de la Révolution française. Il agit en véritable chef d'État, négociant directement avec les puissances étrangères. Le Directoire commence à s'inquiéter. Son général victorieux devient un acteur politique autonome. Ses talents de diplomate s'ajoutent à ceux de stratège. Il signe le traité de Campo Formio en 1797 avec l'Autriche, mettant fin à la première coalition contre la France. Il le fait quasiment seul, sans en référer directement à Paris. Ce traité augmente le prestige français, mais aussi celui de Napoléon. Il rentre à Paris en triomphe. Il est accueilli comme un héros national. Le peuple l'acclame, les femmes le courtisent, les artistes le peignent. Il est au sommet de sa gloire, mais il n'a pas encore atteint son objectif ultime, le pouvoir suprême. La France, épuisée par des années de guerre, voit en lui un sauveur. Mais ses ennemis aussi grandissent. Certains, au sein du Directoire, commencent à le voir comme une menace pour la République. Napoléon, lui, pense déjà plus loin. Il propose une expédition en Égypte, non seulement pour frapper les intérêts britanniques en Orient, mais aussi pour s'éloigner de Paris où la politique devient instable. Le Directoire accepte, soulagé de l'éloigner temporairement. L'expédition d'Égypte, malgré ses échecs militaires ultérieurs, renforce encore son image. Il y découvre les mystères de l'Orient, fonde l'Institut d'Égypte, emmène avec lui des savants. Il lie la guerre à la science, la conquête à la culture. Même en terrain hostile, il continue à construire sa légende. Ce chapitre montre comment, en à peine 3 ans, Napoléon est passé de jeune officier inconnu à figure incontournable de la politique française. Son ascension est fulgurante, marquée par le courage, le génie militaire, mais aussi par une capacité rare à manipuler l'image et l'opinion. Il ne gagne pas seulement des batailles, il écrit sa propre histoire. Dans le prochain chapitre, nous verrons comment ce stratège devient un acteur politique majeur, préparant les fondations de ce qui deviendra bientôt un coup d'État. Restez avec nous pour découvrir comment le général devint maître de la France. Si vous avez aimé ce chapitre riche en rebondissements, laissez un commentaire, abonnez-vous et dites-nous quelle bataille de Napoléon vous fascine le plus. Le chapitre 3 arrive bientôt, avec une intrigue politique digne d'un roman, à ne pas manquer. Alors que la Révolution française entre dans une phase d'essoufflement, que la peur du chaos politique ronge les institutions, un nom s'impose de plus en plus dans les conversations des salons, des assemblées et des casernes, Napoléon Bonaparte. L'Europe bruise déjà de ses exploits militaires, mais en ce jour de brume de novembre 1799, ou plutôt le 18 Brumaire an 8 du calendrier républicain, c'est un tout autre champ de bataille qu'il investit, celui du pouvoir politique. En quelques heures seulement, Bonaparte va renverser le Directoire, désintégrer les fondements républicains fragiles et prendre le contrôle d'un pays à bout de souffle. Ce chapitre décortique cette manœuvre aussi audacieuse qu'orchestrée avec précision qui marque le début d'un nouveau régime et la naissance du consulat. À la veille du 18 Brumaire, la France est plongée dans un désordre politique et économique profond. Le Directoire, mis en place après la chute de Robespierre en 1795, peine à maintenir l'ordre. Dirigé par 5 directeurs censés incarner un exécutif collégial, ce régime souffre d'une instabilité chronique. Inflation galopante, corruption, guerres incessantes aux frontières et tensions sociales internes minent sa légitimité. Le peuple, autrefois enthousiaste à l'idée de république, aspire désormais à la stabilité. Les royalistes, muselés mais toujours présents, espèrent un retour de la monarchie, tandis que les jacobins veulent raviver l'esprit de la Révolution. Ce climat de méfiance et de divisions internes crée un terrain favorable à l'émergence d'un homme fort, capable de restaurer l'ordre sans renier complètement les acquis révolutionnaires. Les élites politiques, désabusées par les jeux d'influence du Directoire, commencent à entrevoir en Bonaparte une solution providence, un recours presque inévitable. En 1798, Bonaparte est envoyé en Égypte pour couper la route des Indes aux Britanniques. Si l'expédition militaire connaît des hauts et des bas, elle renforce néanmoins l'aura de Napoléon en métropole. Malgré la défaite navale d'Aboukir, sa campagne orientale est perçue comme une réussite politique et scientifique.
En 1799, apprenant la fragilité du Directoire, Bonaparte prend une décision capitale. Il abandonne son armée en Égypte et revient clandestinement en France. Ce retour, loin d'être critiqué, est acclamé par une population fascinée par son charisme et sa détermination. Les cercles politiques, eux, voient dans ce général jeune, victorieux et populaire un instrument idéal pour imposer une réforme institutionnelle. Ainsi, autour de Bonaparte se forme un cercle de conjurés, Sieyès, Fouché, Talleyrand, tous prêts à renverser un régime qu'ils jugent obsolète. Ce retour d'Égypte marque donc non seulement une rupture personnelle dans le parcours de Napoléon, mais aussi un tournant décisif pour la République elle-même. Dès son retour, Bonaparte et ses alliés conçoivent un plan en 2 temps. Déplacer les assemblées législatives hors de Paris sous prétexte de sécurité, puis, une fois isolés, les pousser à transférer le pouvoir à une nouvelle autorité exécutive. Pour cela, il compte sur la complicité du Conseil des Anciens et du Conseil des 500. Le 9 novembre 1799, 18 Brumaire, les parlementaires sont convoqués au château de Saint-Claude. Les troupes, sous le commandement du général Murat, sont prêtes à intervenir au moindre signe. Ce coup de force est savamment préparé. Le recours à la force reste en arrière-plan, au profit d'une mise en scène légale et parlementaire. Napoléon, quant à lui, joue sur son image de sauveur de la nation. Il se présente comme un patriote prêt à éviter une nouvelle terreur ou un retour à la monarchie. Les conjurés comptent aussi sur l'usure morale des députés, las des luttes partisanes et séduits par la perspective d'un pouvoir stable et fort. Le lendemain, 10 novembre 19 Brumaire, l'opération prend un tournant imprévu. Napoléon entre dans la salle du Conseil des 500, escorté de grenadiers, violant la séparation stricte entre exécutif et législatif. L'accueil est loin d'être favorable. Les députés s'indignent, l'accusent de trahison et l'obligent à sortir. Dans une atmosphère tendue, la légalité du coup d'État vacille. C'est alors que les militaires interviennent pour rétablir l'ordre et disperser de force les parlementaires. Ce moment, bien qu'hasardeux, marque un point de non-retour. Grâce à la pression des armes et à l'habileté rhétorique de Sieyès et de Lucien Bonaparte, président du Conseil des 500 et frère de Napoléon, les conjurés parviennent à imposer la dissolution du Directoire et à établir une nouvelle structure de pouvoir. Ce jour scelle la fin du régime républicain parlementaire et ouvre la voie à une concentration du pouvoir autour d'un triumvirat avec Bonaparte en figure centrale. Dans les jours qui suivent, une nouvelle constitution est rédigée à la hâte, la constitution de l'an 8. Officiellement, elle crée un gouvernement dirigé par 3 consuls, Bonaparte, Sieyès et Roger Ducos, mais dans les faits, le pouvoir réel est détenu par le premier consul, Napoléon. Ce dernier dispose d'un droit d'initiative législative, contrôle l'administration et concentre les pouvoirs militaires. Le régime se veut encore républicain, mais les institutions sont vidées de leur substance démocratique. Le Sénat devient un organe de ratification. Le tribunat et le corps législatif sont réduits à des rôles consultatifs. Le consulat inaugure une ère de centralisation et d'efficacité bureaucratique qui tranche avec l'instabilité du Directoire. Aux yeux du peuple, Bonaparte incarne désormais l'ordre, la justice et la grandeur retrouvée. Ce nouveau pouvoir s'appuie sur un plébiscite populaire qui donne l'illusion d'une légitimité démocratique, tout en préparant en coulisses le passage à l'Empire. Le coup d'État du 18 Brumaire marque un tournant majeur dans l'histoire de France. Il met fin à la première expérience démocratique moderne et ouvre une période de pouvoir personnel sous couvert d'institutions républicaines. Ce modèle d'ascension autoritaire au sein d'un cadre démocratique inspirera d'autres figures politiques à travers les siècles. En centralisant les leviers de pouvoir, Napoléon crée les bases de l'État moderne, préfet, code civil, Banque de France, lycée. Le coup d'État révèle aussi une fracture entre les idéaux révolutionnaires, liberté, égalité, souveraineté populaire, et la volonté d'efficacité politique et de stabilité. Bien que contesté par certains républicains, le 18 Brumaire est largement accepté, voire célébré, par une population épuisée par une décennie de troubles. Il inaugure une nouvelle ère dans laquelle l'autorité de l'État prime sur la délibération collective et où le destin d'une nation se confond avec celui d'un seul homme. Le 18 Brumaire n'est pas seulement un événement politique, c'est un théâtre de transformation radicale où se joue le destin d'un pays et d'un homme. En quelques heures, Napoléon Bonaparte passe du statut de général adulé à celui de maître du pouvoir. Mais cette prise de contrôle, aussi brillante soit-elle, n'est que le prélude à une ambition plus vaste, celle de remodeler la France, l'Europe et l'histoire.
Dans le prochain chapitre, nous verrons comment le premier consul consolide son autorité, réorganise l'État et se rapproche pas à pas du couronnement impérial. Car pour Napoléon, le pouvoir n'est jamais une fin, mais un levier pour accomplir un destin qu'il croit inscrit dans les étoiles. À peine le pouvoir saisi grâce au coup d'État du 18 Brumaire, Napoléon Bonaparte s'attelle à une mission bien plus vaste que celle de gouverner. Il veut reconstruire une France déchirée par 10 années de révolution. De 1799 à 1804, sous le régime du consulat, il entame une œuvre de refondation politique, administrative, économique et sociale. En quelques années seulement, la France, encore vacillante, se transforme en un État moderne, centralisé et efficace. Derrière cette façade républicaine se cache déjà l'ambition impériale. Ce chapitre explore comment Bonaparte, en premier consul, pose les fondations de son pouvoir personnel tout en redessinant en profondeur les structures du pays. Le consulat n'est pas une pause entre révolution et empire, c'est le laboratoire dans lequel Napoléon forge la France contemporaine. La Constitution de l'an 8, adoptée peu après le coup d'État, inaugure officiellement le régime du consulat. Derrière une apparente continuité républicaine, cette constitution concentre l'essentiel des pouvoirs entre les mains du premier consul, Napoléon Bonaparte. Il nomme les ministres, les juges, les préfets, les ambassadeurs, il propose les lois, contrôle leur application et peut même faire appel au plébiscite populaire pour renforcer sa légitimité. Les deux autres consuls, Sieyès et Roger Ducos, sont relégués à des rôles consultatifs. Cette organisation institutionnelle donne à Napoléon une liberté d'action quasi absolue. Il ne s'agit plus d'un pouvoir partagé, mais d'un pouvoir personnalisé. Il prend soin néanmoins de maintenir les apparences démocratiques. Les institutions parlementaires subsistent, les élections existent, mais tout est étroitement encadré. En jouant sur la lassitude politique de la population et sur le besoin d'ordre, Bonaparte parvient à faire accepter une concentration du pouvoir qui aurait été impensable quelques années plus tôt. L'un des premiers chantiers du consulat est la réorganisation de l'administration. La Révolution avait décentralisé l'État au nom de la souveraineté populaire. Mais cette dispersion des pouvoirs avait aussi entraîné inefficacité, lenteur et corruption. Napoléon inverse la tendance. En 1800, il crée les préfets, représentants directs de l'État dans chaque département, nommés par le pouvoir central. Cette mesure change radicalement la relation entre Paris et les provinces. L'administration devient uniforme, hiérarchisée et contrôlée depuis le sommet. Les maires, les conseils municipaux, les sous-préfets, tous doivent répondre au préfet, qui lui-même obéit au ministre de l'Intérieur et au premier consul. Par cette verticalité administrative, Napoléon garantit l'efficacité des politiques publiques, renforce la collecte des impôts, améliore la gestion de la police et assure l'ordre public. Ce modèle centralisé reste aujourd'hui au cœur de l'organisation de l'État français. Sous le consulat, c'est toute la machinerie étatique qui prend forme au service d'un chef unique. Napoléon comprend très tôt que pour asseoir durablement son pouvoir, il lui faut unifier le droit. La France de l'Ancien Régime vivait sous un patchwork de coutumes locales et de lois hétérogènes. La Révolution avait amorcé une codification, mais sans aboutir. Sous le consulat, un travail titanesque est lancé, la rédaction d'un code civil applicable à tous les citoyens. En 1804, après plusieurs années de débats et de rédaction, le Code Napoléon entre en vigueur. Ce texte fondateur consacre des principes révolutionnaires, égalité devant la loi, liberté de contrat, propriété privée, tout en réaffirmant des valeurs conservatrices, comme la prédominance du père dans la famille ou la subordination de la femme mariée. Le Code civil devient rapidement un outil d'unification sociale et juridique. Il s'exporte aussi dans toute l'Europe, marquant les systèmes juridiques de nombreux pays. Outre le Code civil, Napoléon réorganise également la justice, en créant une hiérarchie claire des tribunaux et en professionnalisant les magistrats. Dans sa vision d'un État fort et stable, l'éducation joue un rôle central. Dès 1802, Napoléon fonde les lycées, écoles secondaires destinées à former l'élite administrative et militaire du pays. Contrairement à l'école révolutionnaire, plus libérale, l'école napoléonienne est fondée sur la discipline, le mérite et l'obéissance. L'objectif est double, inculquer des valeurs républicaines, mais contrôlées, et créer un vivier de cadres loyaux à l'État. Les lycées sont financés par l'État, encadrés par des inspecteurs, et leurs programmes sont unifiés à travers tout le territoire. En parallèle, l'université impériale, créée en 1806, organise l'ensemble de l'enseignement. Bien que postérieure au consulat, elle est préparée durant cette période. L'éducation devient ainsi un instrument de formation idéologique, mais aussi d'ascension sociale.
Les bourses permettent à des élèves modestes d'accéder à des fonctions de responsabilité. En encadrant l'école, Napoléon encadre les esprits et forge les citoyens de demain à l'image de son régime. Stabiliser l'économie est une priorité absolue pour Napoléon, conscient que sans croissance ni confiance, le pouvoir politique reste fragile. Sous le Directoire, la France avait connu une crise monétaire sévère. Bonaparte rétablit l'équilibre budgétaire grâce à une meilleure collecte des impôts et à une réduction des dépenses publiques. Mais surtout, en 1800, il fonde la Banque de France, chargée de stabiliser la monnaie et de favoriser le crédit. Cette institution indépendante devient un pilier du système financier moderne. Dans le même temps, les contributions directes sont professionnalisées grâce à la création des receveurs généraux et des percepteurs. Le gouvernement central peut ainsi contrôler avec plus de précision ses ressources. En matière d'infrastructure, le consulat relance les grands travaux. Routes, canaux, ponts, l'État investit pour améliorer la circulation des biens et des hommes. Ces réformes économiques donnent à la France un visage plus moderne, plus stable et plus attractif, après des années de crise et d'instabilité. La question religieuse reste un point sensible après les affrontements sanglants de la Révolution. La confiscation des biens de l'Église, la constitution civile du clergé, la déchristianisation violente ont laissé des blessures profondes. Bonaparte, pragmatique, veut tourner la page. En 1801, il signe un concordat avec le pape Pie VII. Le catholicisme est reconnu comme la religion de la majorité des Français sans redevenir religion d'État. L'État nomme les évêques, reconnus par Rome, les salariés et les prêtres retrouvent leurs fonctions dans les paroisses. En échange, l'Église renonce à revendiquer ses anciens biens. Ce compromis pacifie la société, sans remettre en cause la souveraineté du pouvoir civil. En parallèle, Napoléon reconnaît aussi les cultes protestants et juifs, leur donnant un statut officiel. Le Concordat illustre la capacité de Napoléon à concilier idéologie et pragmatisme. Il utilise la religion comme un outil de stabilité sociale, sans jamais laisser le spirituel empiéter sur le politique. Le consulat n'est pas un simple interlude entre deux régimes, c'est le socle sur lequel Napoléon bâtit son autorité. En à peine 5 ans, il redresse un pays exsangue, réforme ses structures et rétablit la confiance des citoyens. Mais cette efficacité a un prix. La liberté politique se réduit, les contre-pouvoirs s'effacent et l'image du chef s'impose partout. Dans le prochain chapitre, nous verrons comment Bonaparte transforme ce pouvoir personnel en pouvoir absolu en se faisant sacré empereur des Français. Car derrière le premier consul réformateur se profile déjà l'empereur conquérant. Dans ce matin glacial du 2 décembre 1804, la basilique de Notre-Dame de Paris résonne du murmure feutré d'une foule triée sur le volet. Toute l'Europe regarde Paris. Le pape Pie VII est là, venu spécialement de Rome, mais il n'est pas le centre de l'attention. Tous les yeux sont tournés vers un homme en uniforme impérial, le regard perçant, qui s'avance vers la couronne posée sur l'autel. Dans un geste sans précédent, il la saisit de ses propres mains et la pose sur sa tête. Ce geste symbolique marque une rupture radicale avec l'ordre ancien. Napoléon Bonaparte se couronne lui-même empereur des Français, consacrant la naissance d'un empire forgé par le génie militaire, la volonté politique et la maîtrise de la symbolique. Dès son accession au pouvoir suprême en tant que premier consul, Napoléon sait que le titre de consul à vie ne suffira pas à asseoir durablement son autorité. Il veut la légitimité, celle que seule une monarchie peut offrir, mais sans les chaînes de l'Ancien Régime. Pour cela, il conçoit son sacre comme un acte politique autant que religieux. Avec l'aide de son ministre Talleyrand et de son frère Joseph, il entame des négociations secrètes avec le pape Pie VII. Ce dernier, réticent au départ, accepte finalement de se rendre à Paris, espérant renouer les liens entre l'Église catholique et la France révolutionnaire. Pendant ce temps, Napoléon fait publier des bulletins exaltant sa grandeur, fait imprimer des médailles commémoratives et prépare un cérémonial inspiré à la fois des rites carolingiens, des traditions romaines et des fastes monarchiques. Le sacre devient une mise en scène du pouvoir, où chaque détail, de la tenue au discours, est minutieusement codifié. Le jour tant attendu arrive enfin. La cérémonie débute dans la solennité d'un rite religieux, mais se transforme très vite en acte politique. Lorsque Napoléon saisit la couronne et la pose lui-même sur sa tête, il proclame symboliquement qu'il ne tient son pouvoir ni de Dieu ni du pape, mais de lui-même et du peuple. Cette image, immortalisée par le célèbre tableau de Jacques-Louis David, marque une rupture avec la monarchie de droit divin.
Joséphine, son épouse, est ensuite couronnée à genoux devant lui dans un geste qui scelle leur union politique autant que personnelle. Tout est calculé pour affirmer l'autorité de l'empereur, mais aussi pour rassurer les élites françaises. L'ordre règne, la stabilité revient, l'aventure révolutionnaire touche à sa fin. Le sacre de Napoléon est à la fois un acte de fondation et de clôture. Sur le plan institutionnel, le passage du consulat à l'Empire s'inscrit dans une continuité légale. Le 18 mai 1804, le Sénat proclame Napoléon empereur des Français après un plébiscite organisé dans tout le pays. Officiellement, il s'agit d'une volonté populaire. Plus de 3 millions de voix se prononcent pour. En réalité, l'organisation du vote et la propagande omniprésente garantissent un résultat favorable. Napoléon ne veut pas apparaître comme un dictateur, mais comme un législateur soutenu par le peuple. La Constitution de l'an 12 modifie alors profondément les institutions. L'empereur détient l'exécutif, nomme les ministres, les juges et contrôle l'armée. Le Sénat devient un simple organe consultatif. L'Empire s'installe dans la légalité, mais son fondement est l'autorité personnelle d'un seul homme. Napoléon comprend parfaitement l'importance des symboles dans la consolidation du pouvoir. Il adopte un faste inspiré à la fois de Rome et de la monarchie française. L'aigle remplace le coq gaulois, les abeilles, symbole mérovingien, ornent ses habits et ses trônes. Il recrée une noblesse impériale fondée sur le mérite et la loyauté, et fonde des ordres honorifiques comme la Légion d'honneur. L'usage de titres comme grand-duc ou maréchal d'empire structure une nouvelle hiérarchie. Napoléon utilise aussi l'art et la presse comme instruments de propagande. Le peintre David, les architectes, les écrivains sont mis à contribution pour glorifier l'Empire. Il ne s'agit plus de rejeter le passé, mais de le remodeler à son image. La Révolution n'est pas reniée, elle est absorbée dans un nouveau récit impérial. En France, la majorité des citoyens, épuisés par les guerres civiles et l'instabilité, accueillent l'Empire avec soulagement. Les élites, notamment les anciens révolutionnaires modérés et les bourgeois, y voient une garantie de stabilité et de prospérité. Mais certaines voix s'élèvent. Les royalistes dénoncent une usurpation, tandis que les républicains voient dans l'Empire une trahison des idéaux de 1789. En Europe, les monarchies regardent d'un œil inquiet cette ascension fulgurante. L'empereur d'Autriche, le roi d'Angleterre, le tsar de Russie, tous craignent la contagion du bonapartisme. Le sacre de Napoléon ravive les tensions internationales et prépare le terrain pour une nouvelle coalition contre la France. Pourtant, certains souverains imitent son style et ses réformes, fascinés malgré eux par ce phénomène politique inédit. Avec le sacre, Napoléon passe d'un pouvoir révolutionnaire à un pouvoir monarchique autoritaire. L'Empire se construit autour de lui. Il décide, nomme, juge et punit. Les préfets, les commissaires de police, les juges sont des rouages d'un État centralisé et efficace. La censure est renforcée, les opposants traqués, les sociétés secrètes démantelées. Le concordat avec le pape rétablit le culte catholique mais sous contrôle de l'État. L'éducation devient un outil de formatage idéologique. Les lycées impériaux forment une élite fidèle. La loi devient un outil de stabilité à travers le code civil. L'empire napoléonien se veut moderne, rationnel, mais il repose sur une verticalité du pouvoir varement égalée. La volonté de Napoléon est désormais la loi suprême, et tout dans l'administration s'organise autour de sa personne. Le sacre de Napoléon ne marque pas seulement l'élévation d'un homme au sommet de la hiérarchie politique. Il consacre une transformation radicale de la France et de l'Europe. En quelques années, un simple officier corse est devenu l'égal des empereurs et des rois. Mais cette ascension, aussi vertigineuse qu'admirable, porte en elle les germes d'un conflit plus vaste. Car désormais, l'Europe n'est plus un champ diplomatique, mais un champ de bataille à venir. Dans le prochain chapitre, nous verrons comment Napoléon, empereur conquérant, étend son influence à travers l'Europe, forgeant et brisant des empires dans sa quête de grandeur. Alors que Napoléon Bonaparte s'installe fermement à la tête de l'Empire en 1804, son ambition dépasse désormais les frontières de la France. Son objectif est clair, faire de l'Europe un théâtre à la mesure de sa grandeur. Les campagnes militaires qui suivent sont bien plus que de simples guerres. Elles incarnent une vision impériale où Napoléon s'imagine maître d'un continent uni sous son autorité. À travers victoires fulgurantes, alliances imposées et réorganisation politique, l'empereur des Français va façonner l'Europe à son image. Mais ce vaste projet de domination, s'il connaît des succès éclatants, portera aussi les germes de sa chute. Plongeons dans cette épopée où stratégie, ambition et tragédie s'entremêlent.
Dès la création de la Troisième Coalition, Napoléon prépare une riposte magistrale. La campagne d'Autriche de 1805, marquée par une vitesse de déplacement impressionnante de la Grande Armée, culmine avec la bataille d'Austerlitz. Face aux troupes austro-russes commandées par l'empereur François II et le tsar Alexandre Ier, Napoléon orchestre un chef-d'œuvre tactique. Le 2 décembre 1805, jour anniversaire de son sacre, il inflige une défaite décisive à ses ennemis. La bataille des Trois Empereurs consacre sa supériorité militaire. Le traité de Presbourg, qui suit, redessine la carte de l'Europe centrale. L'Empire s'agrandit, l'Autriche recule et Napoléon assoit son autorité sur l'Italie et l'Allemagne. Austerlitz devient le symbole de son génie et de la nouvelle ère qu'il impose. La Prusse, inquiète de l'hégémonie française, forme avec la Russie et l'Angleterre une nouvelle coalition. Napoléon ne se laisse pas surprendre. En 1806, il écrase les troupes prussiennes à Iéna et Auerstedt. La vieille armée prussienne, héritière de Frédéric le Grand, est balayée en quelques jours. Berlin tombe et l'empereur impose le blocus continental, une stratégie visant à étouffer économiquement l'Angleterre. En 1807, il affronte les Russes à Eylau et Friedland. Ces batailles, bien que sanglantes, s'achèvent sur la victoire française. Le traité de Tilsit scelle l'humiliation de la Prusse et la collaboration momentanée de la Russie. L'Europe centrale est sous contrôle. Napoléon semble invincible, son étoile brille de tout son éclat. Par ses conquêtes, Napoléon impose bien plus que sa domination militaire. Il diffuse une nouvelle organisation politique et administrative. Dans les territoires annexés ou soumis, il remplace les anciennes monarchies féodales par des États satellites, le Royaume d'Italie, la Confédération du Rhin, le Grand-Duché de Varsovie. Il place souvent ses frères ou fidèles généraux à leur tête, consolidant ainsi son autorité. Les réformes napoléoniennes, inspirées du Code civil et des principes révolutionnaires, modernisent les administrations, abolissent les privilèges et introduisent l'égalité devant la loi. Mais cette exportation du modèle français suscite aussi des résistances. Peuple nationaliste, élite locale frustrée et classe populaire écrasée par l'impôt et les réquisitions. L'Empire semble solide, mais les tensions montent. En 1808, Napoléon intervient en Espagne pour déposer les Bourbons et placer son frère Joseph sur le trône. Il sous-estime la réaction du peuple espagnol. La guerre d'Espagne devient un cauchemar pour les troupes françaises. Guérilla permanente, soulèvement populaire et intervention britannique menée par le duc de Wellington transforment ce conflit en véritable bourbier. C'est la première guerre populaire de l'histoire moderne. Les Espagnols luttent avec acharnement contre l'occupation française. Les pertes sont lourdes et l'Empire y laisse beaucoup de force et de prestige. Ce front méridional affaiblit durablement Napoléon. L'Espagne devient le talon d'Achille d'un empire qui semblait pourtant invulnérable quelques années plus tôt. L'union avec la Russie n'est qu'un mirage. En 1812, frustré par le non-respect du blocus continental, Napoléon décide d'envahir la Russie. Il mobilise la plus grande armée jamais vue en Europe, la Grande Armée, forte de plus de 600 000 hommes venus de tout l'Empire. Mais la campagne tourne rapidement au désastre. Les Russes pratiquent la politique de la terre brûlée, évitant les affrontements directs et détruisant tout sur leur passage. Après une victoire coûteuse à Borodino, Napoléon entre dans une Moscou vide et incendiée. L'hiver, la faim, les maladies et les attaques incessantes des Cosaques anéantissent l'armée française lors de la retraite. Moins de 100 000 hommes survivent. C'est le tournant de l'épopée impériale. La machine de guerre napoléonienne est brisée. À la suite du désastre russe, les peuples soumis se révoltent. Une nouvelle coalition formée de la Prusse, de l'Autriche, de la Russie et de la Suède s'unit contre Napoléon. Malgré son génie stratégique et quelques victoires comme à Dresde, il ne peut contenir les forces alliées. En 1813, à Leipzig, lors de la bataille des Nations, l'empereur subit une défaite écrasante. Les troupes françaises reculent vers la France. En 1814, Paris est occupé. Le Sénat déclare sa déchéance. Napoléon abdique et est exilé sur l'île d'Elbe. L'Empire, qui avait étendu son influence sur l'essentiel de l'Europe, s'effondre en quelques mois. Ce rêve impérial, bâti sur des conquêtes fulgurantes, se termine dans le chaos et la défaite. Mais le mythe, lui, commence à naître. Les grandes conquêtes de Napoléon ont bouleversé l'Europe, redessiné les frontières et propagé des idées modernes issues de la Révolution française. Pourtant, cette domination, aussi impressionnante qu'éphémère, révèle une vérité incontournable. L'ambition sans limite finit souvent par se heurter à la réalité des peuples, des territoires et du temps. L'empire de Napoléon fut peut-être un colosse, mais il était bâti sur des équilibres fragiles.
La chute qui s'amorce en 1814 n'est que le prélude à un retour aussi spectaculaire qu'inattendu, celui des 100 jours. Mais cela, c'est l'objet de notre prochain chapitre. Mars 1815. Tandis que les monarques d'Europe savourent leur victoire après l'abdication de Napoléon et son exil sur l'île d'Elbe, une rumeur parcourt soudain le continent. L'empereur s'est échappé. Comme une légende vivante, Napoléon Bonaparte foule à nouveau le sol français. Ce n'est pas un simple retour, c'est un défi lancé à toute l'Europe monarchique. En quelques semaines, sans tirer un seul coup de feu, il reconquiert le cœur de ses anciens soldats et traverse la France triomphalement jusqu'à Paris. Ce sera le dernier acte de sa carrière fulgurante, 100 jours de pouvoir, de tension, d'espoir, jusqu'à l'ultime affrontement à Waterloo. Cet épisode fascinant, à la fois tragique et grandiose, scelle le destin de l'un des plus grands hommes de l'histoire. Napoléon, après son abdication en avril 1814, est exilé sur l'île d'Elbe avec une petite cour et le titre honorifique d'empereur. Officiellement neutralisé, il observe de loin la restauration monarchique en France menée par Louis XVIII. Mais l'incompétence de ce dernier, la nostalgie populaire de l'Empire et les tensions internes ouvrent une brèche. Napoléon comprend que l'heure de l'action a sonné. Le 26 février 1815, il embarque clandestinement à bord de l'Inconstant, débarque à Golfe-Rouen le 1er mars et commence sa légendaire remontée vers Paris. En chemin, chaque tentative d'arrestation échoue. Les troupes envoyées contre lui retournent leurs armes et rejoignent son camp. À Grenoble, il s'écrie « Soldats, me reconnaissez-vous » Et la réponse est immédiate. En 20 jours, sans effusion de sang, l'aigle revient sur le trône. L'Europe, stupéfaite, se prépare de nouveau à la guerre. De mars à juin 1815, Napoléon entame une course contre la montre. Il doit à la fois consolider son pouvoir, rassurer les Français et se préparer à l'inévitable coalition ennemie. Il promet une monarchie plus libérale, convoque un acte additionnel aux constitutions de l'Empire et tente de rallier toutes les forces politiques. Mais le pays est divisé. L'administration est méfiante, les royalistes sont hostiles et les libéraux attendent des garanties. Sur le plan militaire, Napoléon redonne vie à l'armée en un temps record. Il rappelle les vétérans, réarme les arsenaux et prépare une campagne préventive. Car l'Europe, rassemblée à Vienne, ne compte pas le laisser faire. En juin, les armées de la 7e coalition, britanniques, prussiennes, autrichiennes et russes, se mobilisent pour mettre fin une bonne fois pour toutes à l'aventure napoléonienne. L'empereur n'a plus le luxe d'attendre. Napoléon comprend qu'il doit frapper vite et fort, avant que les forces alliées ne s'unissent. Il décide de lancer une offensive en Belgique, territoire stratégique où se trouvent les armées britanniques du duc de Wellington et les troupes prussiennes de Blücher. Le 15 juin 1815, l'armée française franchit la frontière. Napoléon remporte une première victoire à Ligny contre les Prussiens le 16 juin, tandis que ses maréchaux Ney et d'Erlon s'embrouillent à 4 bras face aux Anglais. L'occasion d'anéantir les forces ennemies séparément est manquée. C'est le début d'une série d'erreurs tactiques et de problèmes de communication. Napoléon, bien que malade et affaibli, garde l'espoir de diviser pour mieux régner. Mais les Prussiens, loin d'être battus, se retirent en bon ordre. Wellington, prudent, prépare une position défensive solide près du village de Waterloo. La bataille décisive se profile. Le 18 juin 1815, la bataille de Waterloo s'engage sous une pluie battante. Le terrain boueux freine les mouvements d'artillerie et complique la manœuvre des troupes françaises. Dès le départ, le combat tourne au défi logistique. Napoléon attaque frontalement la position britannique, bien retranchée. Les charges de cavalerie de Ney, les assauts contre la ferme de la Haie-Sainte, les tentatives de percer les lignes ennemies se heurtent à une résistance féroce. L'armée française se bat avec bravoure, mais sans coordination. L'arrivée tardive des troupes de Grouchy, censée empêcher la jonction des Prussiens, scelle le sort de la bataille. Blücher arrive sur le flanc français en fin d'après-midi. Submergés par le nombre, les soldats de l'Empire reculent. La garde impériale, dernier espoir, est repoussée. Napoléon comprend que tout est perdu. À 21h, l'armée française est en déroute. L'Empire vient de s'effondrer pour la seconde et dernière fois. Le 22 juin 1815, Napoléon abdique de nouveau en faveur de son fils, Napoléon II, qui ne régnera jamais. Il espère embarquer vers l'Amérique, mais la flotte britannique surveille étroitement les côtes. Contraint, il se rend aux Anglais à Rochefort, pensant qu'ils lui offriront l'asile. Au lieu de cela, il est fait prisonnier et transféré à bord du Bellérophon.
Sa nouvelle destination, l'île de Sainte-Hélène, perdue dans l'Atlantique Sud, bien plus éloignée et inaccessible que l'île d'Elbe. Là-bas, sous étroite surveillance, commence un long exil de 6 ans. L'Europe, enfin rassurée, restaure Louis XVIII sur le trône de France. Mais l'image de Napoléon, loin de s'éteindre, commence à se transformer en mythe. Le peuple, les soldats, même ses ennemis, commencent à construire la légende de l'homme qui osa défier le monde entier. Si les 100 jours furent un échec militaire, leur impact politique et symbolique est immense. En 100 jours, Napoléon tente de réconcilier l'Empire et les idées libéraux. Son acte additionnel préfigure une monarchie constitutionnelle moderne. Les tensions de 1815 révèlent une France tiraillée entre tradition et révolution, entre nostalgie impériale et aspiration démocratique. Waterloo devient rapidement un sujet d'étude, d'admiration ou de rejet. Le génie stratégique de Napoléon est étudié par toutes les écoles militaires du monde. Son courage à défier la coalition entière, son retour miraculeux de l'île d'Elbe et sa fin tragique à Sainte-Hélène nourrissent la mémoire collective. Les 100 jours, loin d'être un simple épilogue, symbolisent la dernière étincelle d'un homme qui marqua à jamais l'histoire de l'Europe. Les 100 jours et la bataille de Waterloo ne sont pas seulement la fin d'un règne, ils sont le point culminant d'un destin hors du commun. Napoléon, en revenant de l'exil, a tenté une dernière fois de réconcilier sa grandeur militaire avec les aspirations d'un peuple divisé. Il a échoué militairement, mais a définitivement conquis l'imaginaire collectif. De Paris à Sainte-Hélène, de Ligny à Waterloo, chaque étape de ces 100 jours est devenue un symbole de courage, de chute et de légende. L'aigle est tombé, mais son ombre plane encore sur l'Europe. Après le tumulte de Waterloo et l'éphémère retour au pouvoir des 100 jours, Napoléon Bonaparte n'est plus l'empereur redouté qui faisait trembler l'Europe. Il devient un homme traqué, jugé trop dangereux pour rester en France ou être accueilli en exil sur le continent. Le destin choisit alors un lieu perdu au milieu de l'Atlantique Sud, Sainte-Hélène. L'île battue par les vents, à des milliers de kilomètres de toute terre civilisée, devient le théâtre de ses derniers jours. Mais loin de s'effacer en silence, Napoléon transforme cet exil en une ultime scène de pouvoir où mémoire, légende et résignation se mêlent. C'est l'histoire poignante d'un homme seul face à sa fin, d'un exilé qui écrit sa postérité et d'un mythe qui commence à naître. Le 22 juin 1815, 2 jours après la défaite de Waterloo, Napoléon abdique pour la seconde fois en faveur de son fils Napoléon II. Mais cette tentative de sauvegarder son héritage est vaine. L'Europe, rassemblée contre lui une dernière fois, exige sa disparition définitive. Contraint de fuir Paris sous la pression des Alliés, Napoléon cherche refuge à Rochefort, avec l'espoir de s'embarquer pour l'Amérique. Il envisage un départ discret, mais le blocus naval britannique rend toute fuite impossible. Le 15 juillet 1815, dans un geste à la fois calculé et symbolique, il se livre volontairement aux Anglais, montant à bord du HMS Bellérophon, convaincu que l'honneur britannique lui garantirait un traitement équitable. Mais Londres décide de ne prendre aucun risque. Le gouvernement, effrayé par sa popularité persistante, choisit de l'exiler à Sainte-Hélène, une île désolée sous contrôle britannique. L'homme qui a bouleversé l'Europe est désormais un prisonnier d'exception, éloigné de tout et de tous. Sainte-Hélène est loin d'être un simple lieu d'exil. L'île, rude et battue par les vents, offre un environnement austère, presque hostile. Napoléon y débarque en octobre 1815, accompagné de quelques fidèles. Le général Bertrand, le comte de Lascasse, le général Montelon et quelques domestiques. Dès le début, les conditions de vie sont difficiles. L'ancien empereur est d'abord logé à Briars, une petite maison modeste, en attendant que Longwood House soit prête. Cette résidence, isolée et mal conçue, deviendra sa demeure jusqu'à la fin de ses jours. Le climat humide, les vents violents et surtout la surveillance constante des Britanniques rendent l'atmosphère pesante. Sir Hudson Lowe, le gouverneur de l'île, applique rigoureusement les ordres du gouvernement. Aucune correspondance sans contrôle, aucun visiteur sans autorisation. Entre les murs de Longwood, Napoléon vit une captivité dorée mais étouffante. Pourtant, il continue à se comporter en souverain, imposant une étiquette stricte à ses compagnons comme s'il dirigeait encore un empire invisible. Malgré les souffrances physiques et morales, Napoléon refuse de sombrer dans l'oubli. Il se consacre alors à l'écriture et à la construction de sa propre légende.
Avec l'aide de Lascasse, il commence la rédaction du Mémorial de Sainte-Hélène, un récit captivant où il revisite son règne, ses batailles, ses idées politiques. Il se présente comme un réformateur, un homme de paix trahi par l'Europe monarchique. Ce texte, bien qu'empreint de subjectivité, devient un instrument puissant de propagande posthume. Dans l'intimité de Longwood, Napoléon lit énormément, médite sur l'histoire et discute avec ses compagnons de sujets allant de la politique à la religion. Il garde une certaine discipline, se levant à heure fixe, organisant ses journées avec rigueur. Toutefois, la monotonie de l'île, les querelles avec l'eau et les tensions au sein de son entourage rendent son quotidien de plus en plus pesant. Isolé, malade, il n'est plus l'homme des campagnes d'Italie ou d'Austerlitz, mais il conserve une forme de grandeur dans l'adversité. À partir de 1818, la santé de Napoléon se détériore nettement. Il souffre de douleurs abdominales chroniques, de vomissements, d'insomnie. Les médecins sur place peinent à établir un diagnostic clair. Certains y voient les signes d'un ulcère, d'autres évoquent un cancer de l'estomac, maladie héréditaire dans sa famille. La rigueur du climat, l'humidité persistante de Longwood, les tensions constantes avec le gouverneur Law, tout cela contribue à aggraver son état. Malgré cela, Napoléon continue d'écrire et de recevoir ses compagnons fidèles. Il dicte encore ses pensées, ses souvenirs, et tente de transmettre un héritage politique et moral. En avril 1821, son état s'aggrave brusquement. Allongé, épuisé, il sent venir la fin. Le 5 mai 1821, vers 17h49, il meurt à l'âge de 51 ans. Ses derniers mots, selon les témoins, furent « France, armée, tête d'armée, Joséphine ». Un dernier souffle empreint de nostalgie, de regret et d'un amour jamais éteint pour la patrie qu'il a façonnée. Après sa mort, les autorités britanniques s'empressent d'organiser des funérailles sobres mais dignes. Le corps de Napoléon est inhumé dans la vallée de Géranium, un lieu qu'il avait lui-même désigné. Aucun insigne impérial, aucun faste. Seulement une tombe anonyme, protégée par une simple dalle. Cette modestie, imposée par les Anglais, choque ses compagnons. Le tombeau est entouré d'une grille en fer, mais aucun nom ne figure sur la pierre, car les Britanniques refusent d'écrire Napoléon empereur. Longtemps, la tombe reste un lieu de recueillement silencieux, visité uniquement par ses fidèles ou quelques rares passants. L'île, elle, retourne à son anonymat. Pourtant, le souvenir de l'exilé devient de plus en plus vivant en Europe. En France, malgré la censure, le mémorial circule et alimente une légende romantique. L'homme banni devient une figure de martyr, un héros tragique. Les monarchies qu'il avait combattues réalisent qu'en l'écartant si loin, elles ont permis à sa mémoire de s'ériger en mythe. En 1840, 19 ans après sa mort, le roi Louis-Philippe autorise le retour des cendres de Napoléon en France. L'opération, baptisée le Retour des cendres, est organisée avec une grande solennité. Le corps est exhumé et transporté à bord de la frégate La Belle Poule, drapée de noir. À son arrivée à Paris, le 15 décembre 1840, une immense foule se rassemble pour rendre hommage à l'empereur défunt. Le cercueil, porté par un cortège grandiose, traverse la ville jusqu'à l'hôtel des Invalides, où il repose désormais dans un tombeau monumental. Cette cérémonie marque une réhabilitation symbolique de Napoléon. Il n'est plus vu comme un tyran ou un aventurier, mais comme un héros national, un bâtisseur d'État. À partir de ce moment, l'image de Napoléon se transforme. Il devient un personnage quasi légendaire, objet d'admiration et de fascination. Son exil n'est plus seulement une fin tragique, mais le prélude à une immortalité historique. Napoléon, en mourant seul à Sainte-Hélène, a scellé son éternité. L'exil de Napoléon à Sainte-Hélène marque la fin d'un parcours hors norme, mais il est aussi le point de départ d'un mythe universel. Seul, isolé, diminué physiquement, il parvient à reprendre le contrôle d'un dernier territoire, celui de la mémoire. À travers ses écrits, son attitude et sa résilience, il façonne l'image d'un empereur philosophe injustement vaincu. Sainte-Hélène devient un sanctuaire de la légende napoléonienne. Et paradoxalement, en l'isolant, ses ennemis ont contribué à sa postérité. Car si Napoléon meurt en 1821, l'idée de Napoléon, elle, ne meurt jamais. Elle traverse les siècles, inspire les peuples, fascine les historiens. Et aujourd'hui encore, l'écho de Sainte-Hélène continue de résonner comme l'ultime chapitre d'une vie impériale hors du commun. Napoléon Bonaparte, figure emblématique de l'histoire, ne cesse de fasciner les historiens, les politiques et les citoyens du monde entier, bien des siècles après sa mort.
Son influence dépasse largement le cadre de son époque pour s'inscrire durablement dans les structures politiques, juridiques et culturelles de nos sociétés modernes. Mais quel est exactement cet héritage napoléonien et comment se manifeste-t-il encore aujourd'hui ? Entre réformes administratives, codification juridique et symboles culturels, Napoléon a laissé une empreinte indélébile qui continue de façonner le monde contemporain. L'une des contributions les plus durables de Napoléon réside dans la promulgation du Code civil en 1804, souvent appelé Code Napoléon. Ce texte a révolutionné le droit en France en unifiant et simplifiant des lois jusqu'alors disparates, souvent locales ou coutumières. Plus qu'un simple recueil de lois, il incarne une philosophie juridique centrée sur les droits individuels, la propriété privée et l'égalité devant la loi. Ce code a inspiré de nombreux autres pays, notamment en Europe, en Amérique latine et même au-delà, où ces principes continuent d'influencer les systèmes juridiques. Le Code civil napoléonien symbolise ainsi l'aspiration à une justice claire, accessible et cohérente, fondement indispensable pour les États modernes. Napoléon a profondément transformé l'administration publique, posant les bases de l'État moderne centralisé. Par la création des préfets, qui agissent comme représentants directs du pouvoir central dans chaque département, il a assuré une gestion efficace et unifiée du territoire. Ces réformes ont permis une meilleure organisation de la fiscalité, de la justice et des services publics en renforçant le contrôle de l'État sur l'ensemble du pays. Ce modèle d'administration centralisée a été adopté et adapté par de nombreux pays, démontrant la portée de l'exemple français napoléonien. Il a contribué à établir une bureaucratie professionnelle fondée sur le mérite et la compétence, principes toujours valorisés dans les administrations modernes. L'héritage de Napoléon s'étend également au domaine de l'éducation. Il a instauré un système scolaire organisé, fondé sur la création des lycées publics destinés à former une élite administrative et militaire compétente. Ce système éducatif, laïque et centralisé, vise à transmettre des savoirs standardisés à travers le territoire. En outre, Napoléon a soutenu la création d'écoles spécialisées et d'institutions scientifiques, contribuant à faire de la France un centre intellectuel majeur. Ces réformes éducatives ont jeté les bases d'un accès plus large au savoir, valorisant la formation basée sur le mérite, principe essentiel dans les démocraties modernes. Sur le plan militaire, l'héritage de Napoléon est tout aussi considérable. Sa révolution tactique et stratégique, notamment par l'utilisation rapide des corps d'armée autonomes et la flexibilité sur le champ de bataille, a inspiré la doctrine militaire moderne. De plus, son organisation logistique, sa capacité à mobiliser des masses populaires et à moderniser l'armée ont profondément influencé la manière dont les conflits ont été conduits après lui. Même si ces guerres ont causé des destructions massives, elles ont aussi accéléré la formation d'États-nations et redessiné les frontières européennes, impactant durablement la géopolitique. Au-delà de ces réalisations concrètes, Napoléon est devenu un symbole puissant, ambivalent et toujours débattu. Pour certains, il incarne l'ordre, la modernité et la grandeur nationale. Pour d'autres, il représente le despotisme et l'ambition démesurée. Cette dualité nourrit une mémoire collective vivante qui alimente la littérature, le cinéma et même le discours politique. Napoléon est souvent invoqué comme une figure charismatique, capable de rassembler autour d'un projet national fort, mais aussi comme un avertissement contre les dangers du pouvoir absolu. Enfin, l'influence de Napoléon dépasse largement les frontières françaises. Ses idées ont contribué à diffuser les principes de la Révolution française, comme l'égalité devant la loi et la souveraineté populaire, dans toute l'Europe et au-delà. Par son expansion, il a propagé des réformes juridiques et administratives qui ont servi de modèle à la construction d'États modernes. De plus, plusieurs institutions européennes actuelles, fondées sur la coopération et l'organisation territoriale, peuvent trouver dans l'histoire napoléonienne une source d'inspiration, que ce soit par la manière dont il a redessiné les frontières ou organisé la gouvernance. L'héritage de Napoléon Bonaparte est complexe, multiple et toujours vivant. Il dépasse la simple figure historique pour incarner des transformations profondes qui ont façonné la société moderne dans ses lois, ses institutions, sa culture et même sa géopolitique. À travers ses réformes et ses symboles, Napoléon continue de nourrir notre compréhension du pouvoir, du droit et de l'organisation sociale. Comprendre cet héritage, c'est aussi mieux saisir les fondements de notre monde contemporain entre progrès, contradictions et défis à relever. La trace de Napoléon, loin de s'effacer, reste un sujet de réflexion incontournable pour quiconque s'intéresse à l'histoire et à l'avenir des sociétés humaines.